Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors, ce qui est bien, c'est que là, nous avons la chance d'avoir finalement des représentants alors, différents de cette industrie. Donc, Constantin Garot, qui est responsable de l'innovation chez PMU. Léopold Wenger, qui, alors, lui, pour le coup, est dans une entreprise full Web3 Comet. Il nous dira un peu plus ce que vous faites. Et Mathieu Lozecki, donc, qui est avocat chez Gide et qui travaille sur ces questions depuis des années. Je voulais commencer finalement avec toi, Constantin. C'est vrai que bon, beaucoup de Français connaissent PMU. C'est une entreprise centenaire. Les courses hippiques, voilà, les gens ont forcément déjà vu ça à la télévision ou même ont pu aller dans les hippodromes. Et effectivement, vous avez beaucoup fait parler de vous parce qu'en début d'année, vous avez lancé donc Stables, qui est un jeu dédié à l'univers Web3 où on peut acheter donc des chevaux et participer à des courses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi à un moment donné, finalement, PMU a fait le choix d'aller dans cette industrie, parce que ça marchait très bien pour vous dans une industrie plus classique, et vous avez décidé voilà, de sauter le pas, de sauter l'obstacle, si je puis dire. Bien vu. Non, bonjour à tous. Donc le PMU, c'est effectivement une entreprise qui est inscrite dans la vie des Français, qui est une entreprise qui a retrouvé la croissance depuis assez peu de temps, qui était une entreprise qui était un peu qui a connu des années difficiles. Et notre conviction assez vite, il y a un peu plus de 18 mois, ça a été de dire le Web3 nous paraît être une tendance forte et une tendance de long terme qui va nous permettre d'adresser des populations auxquelles, pour le moment, on ne sait pas bien parler. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, le jeu actuel du PMU est un jeu compliqué, qui est un jeu d'initiés, de gens qui connaissent les chevaux et beaucoup de gens... il y a une marche à gravir qui peut être assez haute. Le deuxième, c'est que notre réseau de distribution physique, donc les bars PMU, c'est un réseau qui ne favorise pas naturellement, on va dire, le recrutement de ces cibles-là. Et donc on s'est dit... Tu penses à un public plus jeune, plus numérique? Un public plus jeune, des gens qui sont plus, on va dire, au croisement des communautés de gaming. On se disait, voilà, il y a quelque chose qui nous paraît intéressant. Notre directrice générale dit souvent, en fait... Vous pouvez me demander d'aller recruter des gens de 30-35 ans, mais avec notre offre actuelle, en fait, quand on n'est pas magicien, et donc il faut qu'on se réinvente. Et notre conviction, c'est de dire il faut qu'on soit capable de passer du pari au jeu. Et donc là, on s'est dit, là, on a un espace dans lequel on peut probablement faire du jeu de manière intéressante et intelligente, et dans lequel on est à peu près sûr qu'on ne va pas parler à nos clients existants. Donc il y avait aussi cette notion de ne pas perturber notre bassin de clients. On a un peu plus de 3,5 millions de clients en France. Mais vraiment d'aller chercher de l'incrémental et de l'additionnel. Et alors justement, Léopold, à l'autre bout du spectre, il y a des acteurs donc, qui sont nés dans cet univers Web3. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce que fait Comet et justement comment vous voyez ce nouveau paysage du gaming et comment vous espérez en fait vous développer à l'intérieur? Yes. Alors effectivement, Comet, c'est un acteur historique, même si le gaming on-chain n'existe que depuis 2 ans avec l'apparition des NFT, donc c'est quand même très récent. Nativement, Comet, c'est une activité de gaming studio. On a développé nos premiers jeux on-chain. On a des succès inégalés sur Ethereum Mainnet, sur Polygon. Donc encore une fois de plus, du savoir-faire français mis à l'honneur. Et plus récemment, on a renforcé notre activité, on a ouvert une 2e branche et on vient aider des acteurs qui voudraient aller sur le gaming on-chain à pouvoir y aller avec des outils simples d'accès. Donc on est partenaire technique, on met à disposition un ensemble de toolkits qui permet à n'importe quel projet. On accompagne aussi bien des startups type Station F que des gros corporates. Vous avez certainement entendu parler le mois dernier de l'annonce de la Française des Jeux qui a choisi Comet comme partenaire pour expérimenter le gaming on-chain. Il y avait un gros stand justement à Vivatech. Effectivement, donc sans trahir de secret, ils l'ont annoncé le mois dernier. On va emmener le loto sur la blockchain à l'automne. Bon, c'est une façon de parler parce que c'est un projet qui s'appelle Ultimate Number qui va permettre de voir un peu comme l'a fait PMU l'appétence pour le Web3. Nous, qu'est-ce qu'on y voit l'apport de la blockchain sur le gaming? Le gaming, à la base, c'est quand même le sujet de la passion. Il faut voir que l'année prochaine, au JO de Paris, on va avoir du e-sport. Donc, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, avant de parler des spécificités de jeux d'argent et de hasard, etc., il y a une notion de passion, il y a des valeurs qui sont partagées avec celles du sport, je parlais des JO. Et la blockchain, ça vient instaurer le fameux climat de confiance dont parlait Madame la Présidente tout à l'heure. Et par essence, le blockchain, ça vient amener un climat de confiance, ça vient trahir
toutes les problématiques d'asymétrie d'information entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et un éditeur, entre un éditeur et la régulation. Et donc, on a un système où, en fait, on parle beaucoup d'ownership, on parle des NFT, on dit que les joueurs vont prendre l'ownership de leurs assets, mais en fait, les joueurs prennent carrément l'ownership du jeu, puisqu'en fait, l'éditeur sort un jeu qui est on-chain, il n'y a plus rien à truster, à attendre de l'éditeur, tout est transparent, et maintenant, ils prennent possession des données qui se passent on-chain, puisque les données des jeux sont publiques, sont transparentes, du moins pour ceux qui vont sur des blockchains publiques. Et ensuite, vous avez tout un écosystème qui se crée en toute autonomie, en toute, pas indépendance, parce qu'on a cadré le truc avec nos mécanismes de jeu, mais on a vraiment un sentiment d'ownership très fort quand on met de la blockchain dans les jeux vidéo. Il y a vraiment, la communauté s'en retrouve renforcée et les joueurs, vraiment ce sentiment d'ownership avec les NFT s'en retrouve renforcé. Je vais quand même un peu vous embêter, mais est-ce qu'il suffit d'utiliser finalement la blockchain pour effectivement dire on est un jeu, parce qu'effectivement entre en ligne de mire, et Mathieu, là-dessus j'aimerais bien t'entendre, il y a quand même une dimension d'argent, c'est-à-dire que quand on est détenteur de son NFT, dans un jeu que ce soit Sorare, Stables ou autre, il y a quand même cette thématique. Donc effectivement, il y a la dimension jeu, mais il y a aussi celle d'argent. Comment aujourd'hui, effectivement, trouver le juste équilibre là-dessus, Mathieu, et je serais assez curieux de vous entendre aussi tous les deux. Oui, c'est une très bonne question. En effet, nous, donc, en tant que cabinet d'avocats, on voit beaucoup de projets extrêmement variés, avec des clients qui ont des profils très diversifiés et dans des industries très différentes. Et en effet, je trouve que le point commun dans toute cette dynamique de gaming qu'on a vu beaucoup se développer, et en effet, les chiffres qui ont été rappelés montrent que c'est un secteur extrêmement fort et dynamique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un flou juridique sur le cadre dans lequel ces activités tombent, notamment parce que, par certains aspects, dans certains projets, avec les gains d'argent que l'on peut voir inclus dans les jeux, on tombe un peu, ou on est proche d'un jeu d'argent et de hasard. À l'opposé, ou en tout cas aussi, se pose la question de la réglementation sur les actifs numériques. Et en fait, toute cette question des gains, de la financiarisation de l'activité de jeu amène forcément la question de la case réglementaire dans laquelle se trouve cette activité. Et on voit, comme ça a été le cas dans d'autres secteurs, que ce flou juridique sur le cadre applicable, c'est aujourd'hui un des gros défis, un des gros challenges pour cet écosystème et pour continuer à se développer. Et c'est là où j'imagine qu'on va en parler rapidement, mais c'est là où les projets d'introduction d'un régime exploratoire apporte une réponse, je pense, assez inédite et intéressante. Et alors justement, c'est parfait. Constantin, PMU est un acteur historique du jeu. Finalement, donc c'est quoi? Il y aura Stables côté Jonium et PMU de l'autre côté. Enfin, je veux dire, exactement. Comment vous gérez cette espèce de schizophrénie interne? Non, juste pour rejoindre, effectivement, dans les premiers mois du projet, la difficulté a été de savoir dans quelle case on tombait, en fait. Et donc, le travail qu'on a fait, notamment avec le régulateur, par ailleurs, c'était de se dire quelles sont les conditions qui font qu'on ne tombe pas dans la case du jeu d'argent. Pourquoi est-ce qu'on voulait ça? C'est d'abord pour une raison de vélocité, c'est-à-dire de se dire faire agréer un jeu d'argent, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, on voulait aller vite, tester le marché. Donc, ça a été un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on est assez convaincu que les jeux qu'on est en train de créer, ils reposent sur quelque chose qui est bien plus important que le simple gain d'argent. En fait, la propriété d'un actif dans un jeu est quelque chose qui intéresse beaucoup nos joueurs et qui les intéresse au moins autant que la question du gain d'argent. Je pense que l'expression play to earn a beaucoup desservi le secteur parce qu'en fait, c'est le chemin le plus court vers un succès rapide mais imprudent, c'est celui de faire gagner de l'argent en fait. Donc il faut qu'on soit capable de construire une proposition de valeur qui est plus riche que simplement le gain monétaire. Et donc nous, on est organisé de manière très claire, c'est-à-dire que Stable, c'est de son côté avec une entité juridique dédiée qui porte ces projets-là, relèvera donc effectivement très probablement du régime Jonium. Le PMU a ses activités de jeu d'argent régulées. En revanche, on a ce lien qu'on veut garder assez fort dans le sens où sur la lutte contre le blanchiment, contre le jeu addictif, etc., il y a un certain nombre de pratiques du PMU qu'on va pouvoir transposer plus facilement. Parce que finalement, tu l'as évoqué, c'est-à-dire que le risque, ce serait en vous appliquant, la réglementation sur les jeux d'argent,
que ce soit trop compliqué à porter, trop compliqué d'être conforme. Et là, finalement, c'est avec un statut plus spécifique que vous allez pouvoir vous développer tout en respectant certains critères essentiels. C'est plus qu'un risque, quoi. Nous, c'est pas notre volonté, en fait. On veut pas. En fait, on est assez convaincu que si on développe un univers de jeu dans lequel il y a beaucoup de valeur, la détention des actifs de ce jeu aura une valeur supérieure à celle prévue par les premiers joueurs, mais plus comme quelqu'un qui va crowdfunder un projet et qui se dit j'investis dans quelque chose, je fais partie des premiers, mais en fait ça nous oblige à mettre de la valeur dans le jeu, en fait. Ça demande un peu plus de travail que juste dire si tu gagnes 1000. Mais on est assez convaincu de ça, en fait. On n'a aucune envie de tomber dans la case du jeu d'argent. On pense qu'on a une identité différente. Léopold, je te voyais opiner du chef. Bon, j'imagine effectivement tu es sur la même position. Et vous, justement, côté Comet, comment aussi vous voyez ce régime? J'imagine plutôt favorablement. Alors, favorablement, mais avec une astérisque quand même. Parce que, ok, nous, on est assez convaincus que la partie réglementaire, c'est une couche, c'est un layer nécessaire pour la confiance. Il y a la techno, mais il y a aussi la construction humaine, juridique, de la réglementation. Ça, on en est convaincus. On le voit avec le PSAN aujourd'hui, quand on arrive en tant que partenaire technique, quand on dit qu'on est en train de passer l'agrément PSAN, ça rassure tout le monde, c'est game changer. On est convaincus que dans le monde du jeu, si Jonum il y a, et ben forcément, il va y avoir plus de confiance, ça va amener les joueurs plus facilement, etc. Les éditeurs vont plus facilement y aller. Seulement, dans la manière dont c'est amené aujourd'hui, on a quand même une réserve, c'est que il y a quand même, on a voulu intégrer, il y a la blockchain certes en sous-jacent dans les activités gaming qui devraient être Jonum a priori, mais il y a des jeux pour lesquels il n'y a pas de blockchain, ou du moins la blockchain a des endroits qui ne servent pas spécialement Jonum, qu'on voudrait emmener dans Jonum, parce qu'il y a de la monétisation, parce qu'il y a des leviers. Et du coup, on parlait de régimes un peu souples, avec des régimes mous. Bah, si on dit, OK, on peut avoir Jonum, mais avec des bases Excel un peu améliorées pour faire des reporting à la NJ, bah, nous, ça ne nous va pas. Parce que pourquoi on se pose ces questions aujourd'hui? Parce qu'en fait, la blockchain est arrivée. La blockchain, je pense que des types comme George Akerlof sont très contents que la blockchain soit arrivée pour instaurer la confiance et tuer la symétrie d'information. Et ça sert aussi bien les joueurs que le régulateur. C'est un outil qui est transparent, qui dit la vérité. Et en ça, je veux dire, quoi de mieux pour un régulateur? Pour arriver et dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont complètement autonomes là-dessus sur le contrôle. Mathieu? Oui, je reviens sur la question du régime Jonum. Je pense que ce qui est en train d'être envisagé, les dernières versions du régime qui ont été discutées au Sénat il y a quelques semaines, montrent une vraie avancée et une vraie possibilité avec ce régime de positionner la France comme une des juridictions leaders et pionnières sur ces thématiques. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune juridiction où il y a un statut spécifique. Absolument. Et ça, c'est un vrai facteur d'attractivité. On l'a vu dans d'autres secteurs. Et la France et l'écosystème français dans son ensemble a une carte à jouer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce qui a été envisagé il y a quelques semaines, c'est un régime d'expérimentation, un régime exploratoire. Et ça, c'est aussi extrêmement fort. Ça a été dit par Madame la Présidente précédemment. Je pense, et je vois très positivement, l'idée de créer et d'instaurer un cadre qui permet à l'ensemble de l'écosystème de mûrir, de mieux comprendre comment tout ça va fonctionner, les enjeux que ça soulève, et du coup, la meilleure manière de réguler, réglementer de façon adaptée cet écosystème sans lui appliquer des obligations et des exigences qui ne seraient pas appropriées. Et ça, je pense que c'est un de mes messages très forts aujourd'hui sur ce thème. C'est que le cadre d'expérimentation, il peut avoir des effets très positifs, mais je pense que, comme vous avez mis un petit astérix, j'en mets un deuxième, je pense qu'il est essentiel de travailler au calibrage de ce régime pour être sûr qu'il est accessible et viable et va pouvoir être effectivement utilisé par des acteurs pour justement permettre à tout le monde d'apprendre et d'évoluer dans ce cadre. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Enfin, je veux dire, vous êtes deux représentants de ce secteur, enfin, justement, qui vont être amenés à éventuellement l'expérimenter. Vous en attendez quoi? Enfin, que faudrait-il faire pour finalement cette expérimentation soit concluante et que peut-être on débouche sur un régime plus pérenne? Déjà, le premier point pour moi, c'est de donner un rôle central à la technologie, à la blockchain. Que ce soit dans les relations avec le régulateur, qu'on se mette d'accord sur des standards, sur qu'est-ce qu'on va devoir utiliser. On a mentionné un jeu tout à l'heure qui tourne
sur une blockchain privée sur laquelle on ne peut pas forcément savoir ce qui se passe. Est-ce que ça a sa place sur Jeunum? C'est des questions sur lesquelles il faut trancher. Puisque aujourd'hui, il faut se mettre d'accord, il faut itérer et il faut se mettre d'accord, donner un rôle central à la blockchain sur la question de la régulation et savoir dans quel format on veut l'exploiter. Et aussi, forcément, le choix des prestataires, savoir avec qui on peut en faire, dans quelles conditions. Est-ce qu'on va rejoindre aussi un peu la question du PSAN dans ces sujets-là? Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche qu'il y a eu de l'AMF, qu'il y a eu de la CPR. L'AMF a énormément interagi, a adapté tout ce qu'elle savait très bien faire par ailleurs sur les IPO, sur d'autres sujets de prospectus. Elle a adapté ça à la sémantique de la blockchain. C'était formidable. La CPR a fait un super rapport que j'ai lu à titre personnel qui est vraiment incroyable aussi. Et je pense que si on veut avancer autant, parce qu'il faut voir que le gaming, c'est un des rares cas d'application de l'économie réelle aujourd'hui de la blockchain face à la DeFi. Et il y a encore très peu de secteurs aussi qui développent autant la blockchain dans l'économie réelle. Constantin, et après... Non, mais moi, si je complète par rapport à ce que Mathieu disait, c'est on a effectivement besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut expérimenter. Qu'est-ce qu'on veut expérimenter et sur la base de quoi on considérera que cette expérimentation elle est réussie ou ratée. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on le précise. Je pense qu'il faut aussi qu'on se sorte de la tête que Jeunum égale jeu d'argent light. Parce que dans ces cas-là, en fait, ça n'est qu'une liste de contraintes allégées par rapport à celle d'un opérateur de jeu d'argent. Donc ça rejoint plutôt l'aspect technologique qui est effectivement quel est le sous-jacent technologique, quel est le changement de paradigme qu'on veut opérer et quel est le niveau de transparence qui permet de créer le cadre de confiance qu'on veut mettre en place. Moi, je le vois assez régulièrement dans nos activités, c'est-à-dire que le fait que je prenne des photos moi, de mon écran, que je floute pas quand je le mets sur LinkedIn, est quelque chose qui n'est pas un réflexe dans l'entreprise. Ça change vraiment notre façon c'est de dire, mais tu veux dire combien de gens détiennent? Bah oui, bien sûr, de toute façon, ils ont accès. C'est un vrai changement de paradigme, et je pense qu'il faut que ça soit intégré, compris, et donc effectivement, sans doute un peu précisé dans les contours de l'expérimentation. Mathieu, tu voulais... Oui, je voulais ajouter aussi dans les objectifs qu'on peut s'assigner dans cette phase exploratoire et expérimentale, il y a aussi sans doute un enseignement à tirer du cadre qu'on a aujourd'hui en France sur les actifs numériques, qui est cher à la DAN. C'est notamment notre capacité, en adoptant en France un cadre très précurseur sur les actifs numériques, à ensuite le promouvoir et le faire adopter au niveau européen pour directement servir, encore une fois, l'écosystème français et sa capacité à rayonner à l'étranger. Et je pense que c'est une bonne manière aussi d'envisager ce cadre exploratoire sur Jeunum, puisque par définition, sous votre contrôle, je pense que ces activités-là ont vocation à avoir un périmètre plus large que la seule activité française, que ça offre plein de perspectives en termes d'économie d'échelle, en termes de développement pour les acteurs français, et que l'avance qu'on peut acquérir avec ce régime Jeunum, ce sera aussi, et ça doit être pensé comme, et dans la perspective d'être promu au niveau européen pour permettre ensuite à tous les acteurs français qui se seraient inscrits dans ce cadre d'avoir une vraie avance par rapport à leurs compétiteurs internationaux. Moi, je pense qu'effectivement, la dimension internationale, nous, on est exportateurs net. On a 60% des membres de la communauté qui sont à l'étranger. On a presque la moitié. C'est plus en Europe ou c'est même vraiment... Non, c'est dans le monde entier. On a beaucoup d'Asiatiques. Et en fait, effectivement, ce constat-là est un constat qui rend inopérant le régime actuel du jeu d'argent si on l'appliquait à ce qu'on est en train de faire. Donc il faut qu'on garde cette capacité qu'on a d'être attractif et de porter des projets avec une dimension internationale. Pour nous, c'était une des convictions fortes aussi, qui était de dire le PMU est un acteur français et travaille à l'international via des opérateurs et des partenariats B2B, mais là, on a un B2C international, c'est vraiment nouveau. Il faut qu'on garde cet avantage compétitif qui est de dire on adresse des clientèles internationales, mais en revanche, on le fait de manière intelligente et raisonnable. Justement, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez évoqué tous les deux, même tous les trois tout à l'heure, c'est vrai que finalement, ce qui peut-être a biaisé au départ le débat, c'est que finalement, que ce soit Stables ou même des projets de Comet, c'est qu'effectivement, il y a l'achat d'un actif numérique avec l'espoir, réalisé ou non, d'un gain. Et tout à l'heure, Constantin, tu as parlé de l'évolution des jeux. Est-ce que finalement, ça ne va pas passer par une complexification du jeu, c'est-à-dire pas simplement l'achat d'un NFT avec, on va dire, une utilité relativement simple, mais effectivement la création d'un univers beaucoup plus complexe qui là donne tout son sens à l'idée de jeu vidéo et pas simplement de paris en ligne ou... Entièrement aligné avec ça. Je pense que l'objet numérique
des gains non monétisables, quoi. Nous, par exemple, nos détenteurs de NFT, on les invite sur les champs de course et on est en train de s'organiser pour le faire justement à l'international et que les gens puissent, quand un cheval court, aller vivre une journée comme s'ils étaient propriétaires d'un vrai cheval. Bon, en fait, une fois qu'ils ont vécu cette expérience-là, ils sont plus dans une situation de dire je veux un gain financier. Parce qu'en fait, ils ont une contrepartie dans l'expérience de jeu qui déjà répond à une grande partie de leurs attentes. Donc je pense qu'il faut qu'on développe à l'intérieur de nos jeux des mécaniques avec suffisamment de profondeur et des écosystèmes dans lesquels il y a suffisamment de richesse pour le joueur pour que le joueur attende autre chose qu'un simple retour financier. Parce qu'effectivement, enfin, je pense que tout le monde l'a vu, ce qui fait aussi en partie le succès de Sorare, c'est tous ces fans et détenteurs de cartes qui vont dans les stades rencontrer les joueurs et qui effectivement apportent une toute autre coloration à un jeu qui au départ était défini juste comme bon, je veux la carte de tel joueur, elle est en quantité limitée à tel ou tel nombre d'exemplaires. Léopold, là-dessus? Ça revient à ce que je disais en introduction. En fait, faire du jeu, c'est répondre à un critère de passion et de divertissement pour les joueurs. On n'est pas là pour faire... nous, quand on vend notre technologie, on a souvent, avant même de vendre, on fait déjà du SAV sur tous les projets Scami, où les gens ont fait du airdrop, on fait des promesses, on met des mécanismes DeFi dans le jeu. Et en fait, ils avaient une rétention qui était de l'ordre de 24 heures. Parce que les gens venaient, ils prenaient leur gain et ils repartaient. Ça s'appelle pas faire du jeu vidéo. Et, on est d'accord. Et du coup, faire du jeu vidéo, c'est avoir de la rétention, c'est fidéliser une base client, et ça va nécessairement avec des mécanismes de jeu. Pour te donner un ordre de grandeur, le prochain jeu qu'on sort à la fin de l'année qui s'appelle Cosmic Battle, il est en version bêta, donc il n'est pas du tout live, il n'est pas du tout sur les launchpads publics encore. Il y a 100 bêta-testeurs qui, à eux, cumulent 75 000 heures de jeu. Il n'y a pas de rémunération à ce stade. 75 000 heures, je t'évite les calculs, ça fait 8 années. Donc tu vois, il y a quand même de l'ordre de la passion. Les gens, ils sont là, ils jouent avec des vaisseaux, ils activent des cartes. Là, c'est plus que de la passion, là. Voilà. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut voir dans le jeu vidéo. C'est qu'on n'est pas juste là pour l'espérance d'un gain. Et je suis d'accord, si on mêle les deux, si on apporte un peu le blockchain là-dedans, il ne faut pas s'en tenir seulement à une espèce de surcouche marketing blockchain. On reste là pour faire du jeu vidéo. Ce qui me marque pour compléter ce que vous disiez, dans tous les projets sur lesquels on travaille, ce qui revient le plus souvent, c'est vraiment la volonté de changer la relation de l'acteur avec ses utilisateurs. Et les termes qui reviennent en permanence, c'est la volonté de créer des expériences, de créer une vraie communauté autour du Jonum. Et c'est ce qui justifie, à mon sens, de créer un régime juridique pour refléter ce changement de paradigme par rapport à un jeu d'argent et de hasard traditionnel. Et j'insiste vraiment sur l'importance, là, dans les mois et les semaines à venir, Madame la Présidente l'a rappelé, le régime va être précisé et est en train d'être précisé. C'est vraiment extrêmement important de suivre ces discussions, et l'ADAN fait un travail formidable avec toutes ses équipes pour suivre et vraiment mobiliser sur ces sujets, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est vraiment s'assurer que ce régime-là est bien calibré pour répondre aux besoins de l'écosystème qu'il vise. Et comme dans tout travail législatif, il y a le risque que en fait, la définition de Jonum soit tellement fermée que en fait, personne n'a envie d'y rentrer, ou ne peut y rentrer, ou que les obligations qui sont attachées à ce régime soient tellement contraignantes que en fait, ce n'est pas envisageable pour un acteur de se mettre dans ce régime. Et donc finalement, parce qu'on arrive au bout de cette table ronde, mais finalement le risque, c'est qu'après, vous vous retrouviez entre deux régimes qui soient peut-être un peu trop contraignants. Ce sera a priori pas le cas, quoi. C'est-à-dire que justement, là, on est en train de répondre aux derniers ajustements. Après, moi, je voulais quand même insister sur l'exercice qu'on vient de faire pendant plusieurs mois. C'est un travail de co-construction, quoi. Moi, je veux aussi saluer ça. C'est-à-dire que ce soit la mission de l'Inspection générale des finances, les discussions avec les services des différents ministères, les discussions avec le régulateur jeu d'argent, on s'est quand même mis autour de la table pour définir un cadre qui nous paraissait acceptable. Je pense que d'ailleurs, les positions des uns et des autres ont pas mal bougé. Au début, moi, je trouve qu'on s'est confronté à beaucoup de conservatisme et d'immobilisme, que ce soit des acteurs du jeu d'argent, des acteurs du jeu vidéo. Il y avait vraiment ce... En revanche, le point qui me paraît important, et c'est important, je l'ai évoqué avec les équipes de l'ADAN aussi, c'est les acteurs du Web3 ont besoin de se structurer pour parler d'une seule voix. Moi, j'ai eu souvent le sentiment qu'il y avait Sorare qui parlait d'un côté, et derrière une somme d'autres projets qui parlaient de manière un peu décousue. Je pense qu'on a un travail encore à faire de professionnalisation dans nos prises de parole. Donc voilà. C'est très bien de le dire lors d'un événement organisé par l'ADAN. Merci beaucoup, merci à tous. On espère que ça
répondu au moins une partie des questions et très bonne fin de conférence. Merci.